Imaginez un homme capable de marcher sur un fil tendu entre deux mondes, celui de la colonisation française, encore tout puissante en Afrique, et celui de l'indépendance naissante, pleine de promesses et de conflits. Qui était Félix Houphouët-Boigny? Cette question, au cœur de l'histoire politique africaine du XXe siècle, résonne comme un écho aux défis complexes que traversait le continent. Car Houphouët-Boigny ne fut pas un simple chef d'État parmi tant d'autres. Il fut un personnage dont le nom S entrelace intimement avec celui de la Côte des Ivoires moderne, un homme à la fois respecté, critiqué, admiré et parfois vilipendé. Mais pour saisir l'ampleur de son parcours, il faut avant tout comprendre l'époque qu'il a vu naître et évoluer. Nous sommes au début du XXe siècle, dans une Afrique fragmentée et dominée par les puissances européennes. La Côte d'Ivoire, pays fertile aux terres riches, est sous contrôle français depuis la fin du XIXe siècle, une pièce maîtresse dans l'empire colonial français. Ce territoire, comme beaucoup d'autres, est marqué par une exploitation intense. Ses ressources naturelles, son cacao, son café et surtout sa main-d'œuvre sont mis au service de la métropole. Les populations locales vivent souvent dans des conditions précaires, soumises à un système qui les considère davantage comme des sujets à gouverner que comme des citoyens à respecter. Le climat politique est lourd, entre oppression et émergence de mouvements de résistance. Les guerres mondiales secouent les fondations du système colonial, exposant les contradictions d'un empire qui appuie sur des hommes qu'il refuse pourtant de considérer comme égaux. Dans ce contexte, des idées nouvelles émergent, portées par une génération d'Africains instruits et déterminés à redéfinir leur avenir. Félix Houphouët-Boigny est né en 1905 dans une famille baoulée, l'une des ethnies majeures de la région centrale de la Côte d'Ivoire. Son enfance se déroule dans un pays dominé par des lois et des coutumes imposées par une puissance étrangère. Pourtant, dès son plus jeune âge, Houphouët-Boigny bénéficie d'un accès rare à l'éducation européenne, un privilège qui va forger son esprit, ses ambitions et sa vision du monde. Médecin de formation, il deviendra rapidement un acteur politique clé, jouant un rôle complexe et parfois ambigu dans la lutte pour l'indépendance. Contrairement à certains leaders africains plus radicaux, Houphouët-Boigny choisira souvent la voie de la négociation avec la France, préférant bâtir des ponts plutôt que de les brûler. Cette stratégie, bien qu'efficace pour assurer la stabilité de son pays, lui vaudra autant de louanges que de critiques. Le paysage social et culturel de la Côte d'Ivoire à cette époque est tout aussi complexe. Les transformations économiques liées à la plantation du cacao attirent une main-d'œuvre massive, favorisant un brassage ethnique important et la naissance de villes nouvelles. Parallèlement, les traditions locales cohabitent, se heurtent ou s'adaptent à l'influence occidentale. Dans ce contexte de métissage culturel, le rôle des élites africaines, comme Houphouët-Boigny, est crucial. Elles deviennent les intermédiaires entre la population et les autorités coloniales, mais aussi les architectes du futur de leur nation. Cette tension permanente entre collaboration et revendication, entre tradition et modernité, forge la trajectoire de Félix Houphouët-Boigny. Sa vie politique s'étendra sur plusieurs décennies, marquant une époque de transition majeure en Afrique de l'Ouest. Son rôle dans la création de la Côte d'Ivoire indépendante, sa longévité au pouvoir, son influence sur la scène internationale, mais aussi les zones d'ombre de son autoritarisme, seront au cœur de notre exploration. Au fil de cette vidéo, vous découvrirez comment cet homme a su naviguer dans les eaux troubles un monde en pleine mutation, les choix difficiles qu'il a dû faire et l'héritage qu'il laisse aujourd'hui. Nous analyserons ses succès, mais aussi ses contradictions, pour comprendre non seulement un personnage historique, mais aussi les enjeux plus larges de la décolonisation et de la construction des États africains. Si tu aimes ce type de contenu, ce mélange d'histoire, d'analyse politique et d'humanisme, je t'invite à laisser un like, t'abonner à la chaîne Mentalité Riche et surtout à rester jusqu'à la fin pour suivre cette incroyable histoire. Félix Houphouët-Boigny naît en 1905 dans le village de Ngatakro, au cœur du pays baoulé, une région alors profondément marquée par les structures sociales traditionnelles et la domination coloniale française. Issu d'une famille influente au sein de sa communauté, il bénéficie très tôt d'une éducation à la fois locale et occidentale, un privilège rare qui lui ouvre des portes vers des horizons insoupçonnés. En 1921, il s'installe à Dakar pour poursuivre ses études, puis s'oriente vers la médecine.
Son diplôme de médecin en 1937 fait de lui un des premiers Africains à exercer cette profession dans la colonie. Mais au-delà de la médecine, c'est sa conscience politique qui s'éveille progressivement, portée par un désir profond de changement et une compréhension fine du système colonial. Le contexte des années 1930 est lourd de tensions. La Côte d'Ivoire est exploitée comme une plantation géante, principalement pour la production de cacao et de café, sous la coupe de la France, qui exerce un contrôle strict sur l'administration et la société. Les populations africaines sont soumises au régime du travail forcé et à une ségrégation raciale qui confine les élites à un rôle subalterne. Pourtant, des voix s'élèvent, timidement d'abord, pour réclamer des droits civiques et une représentation politique accrue. C'est dans ce climat que Houphouët-Boigny s'engage politiquement. En 1944, il fonde le Rassemblement démocratique africain, RDA, un parti panafricain qui vise à unir les forces anticoloniales à travers l'Afrique française. Sa stratégie est claire. Il mise sur une approche progressive, privilégiant la négociation plutôt que la confrontation frontale. Contrairement à certains de ses contemporains qui prônent une rupture brutale, Houphouët-Boigny choisit la voie de l'intégration au sein des institutions françaises. Cette position lui vaut autant de soutien que de critiques, certains le qualifiant de collaborateur ou de gardien du système. En 1945, un moment crucial survient. Il est élu député à l'Assemblée nationale française. Ce poste lui confère une légitimité nouvelle, mais aussi un défi immense. Houphouët-Boigny devient alors un acteur clé de la politique française, capable d'influencer des décisions à des milliers de kilomètres de sa terre natale. Il joue un rôle déterminant dans la suppression du travail forcé en Afrique, une victoire majeure qui améliore les conditions de vie des populations. Mais cette victoire est aussi un exemple de sa méthode. Patiente, pragmatique, en dialogue constant avec le pouvoir colonial. Les années 1950 marquent un tournant décisif dans la décolonisation africaine. La montée des mouvements indépendantistes s'accélère, portée par une jeunesse instruite et des figures comme Kwame Nkrumah au Ghana ou Patrice Lumumba au Congo. Dans ce contexte, Houphouët-Boigny est confronté à un dilemme stratégique. Comment préserver la stabilité de la Côte d'Ivoire tout en répondant aux aspirations populaires de liberté? Son choix sera décisif pour l'avenir du pays. En 1958, lors du référendum sur la communauté française, Houphouët-Boigny opte pour le « oui », préférant une indépendance progressive dans le cadre d'une coopération étroite avec la France. Ce choix sera perçu comme un compromis, un équilibre délicat entre autonomie politique et dépendance économique. Le 7 août 1960, la Côte d'Ivoire obtient officiellement son indépendance, avec Houphouët-Boigny comme premier président. Ce jour marque une victoire historique, mais aussi le début d'une gouvernance complexe. Au pouvoir, Houphouët-Boigny adopte une politique pragmatique axée sur la croissance économique rapide et la stabilité politique. Sous son leadership, la Côte d'Ivoire devient un des piliers de la coopération franco-africaine, bénéficiant d'investissements massifs et d'une gestion rigoureuse des ressources. La culture du cacao qui fait la richesse du pays est développée à grande échelle, attirant des migrants de toute la région, ce qui modifie profondément la démographie et la société ivoirienne. Mais cette croissance économique rapide masque des tensions sociales latentes. Houphouët-Boigny instaure un régime à parti unique, limitant la liberté d'expression et réprimant toute opposition. Ces méthodes autoritaires sont justifiées par la nécessité d'éviter le chaos que connaissent les autres États africains, mais elles alimentent le ressentiment et les critiques. L'équilibre entre autorité et développement devient alors un défi permanent. Sur le plan international, la guerre froide impose un contexte géopolitique tendu. La Côte d'Ivoire s'inscrit dans le bloc occidental, renforçant ses liens avec la France et les États-Unis. Houphouët-Boigny joue habilement cette carte, utilisant la coopération économique et militaire comme un levier pour maintenir son pouvoir et garantir la stabilité régionale. Mais ce choix place aussi la Côte d'Ivoire dans une position délicate, tiraillée entre les intérêts de l'ancienne puissance coloniale et la montée des mouvements panafricains et socialistes. Un moment clé survient dans les années 1970, lorsque la Côte d'Ivoire connaît un boom économique spectaculaire. La prospérité attire les regards, mais elle creuse aussi les inégalités.
Le président doit alors faire face à des critiques internes croissantes, notamment de la part des jeunes et des intellectuels, qui réclament plus de liberté et de justice sociale. Houphouët-Boigny, fidèle à son style, choisit de durcir la répression, renforçant son contrôle sur les médias et la société civile. Ce choix divise profondément l'opinion publique. Mais ce qui vient ensuite changera tout. En 1980, la chute brutale des cours du cacao plonge le pays dans une crise économique majeure. La dépendance à une monoculture et à l'aide extérieure révèle ses limites. Houphouët-Boigny, alors âgé et affaibli, doit affronter les premières contestations sérieuses à son régime. C'est un tournant. Le président, longtemps perçu comme un père de la nation, voit son héritage remis en question. Au fil des années 1980, la pression internationale pour plus de démocratie grandit. Sous la contrainte, Houphouët-Boigny accepte d'introduire un multipartisme limité, mais garde la main mise sur le pouvoir. Il meurt en 1993, après plus de 3 décennies à la tête du pays. Son successeur hérite d'un État à la fois stable et fragile, riche mais divisé. Alors, quel bilan tirer de Félix Houphouët-Boigny? Était-il un pragmatique visionnaire qui a permis à la Côte d'Ivoire d'émerger sur la scène internationale, ou un dirigeant trop proche des intérêts coloniaux, empêchant une véritable émancipation populaire? Vous, que pensez-vous? Auriez-vous pris les mêmes décisions face à des dilemmes aussi complexes? Pour saisir pleinement la complexité de Félix Houphouët-Boigny, il faut dès d'abord accepter que son parcours ne se laisse pas réduire à une image univoque de héros ou de tyran. Au contraire, il incarne les contradictions profondes des trajectoires post-coloniales africaines, tiraillées entre souveraineté, dépendance et modernisation. Comment comprendre cet homme qui fut à la fois artisan de l'indépendance ivoirienne et fervent allié de l'ancienne puissance coloniale? Était-il un visionnaire pragmatique ou un agent du néocolonialisme? Ce dilemme traverse toute son histoire. Dès ses débuts, Houphouët-Boigny choisit la voie de la collaboration progressive, un choix stratégique qui peut surprendre face aux mouvements anticoloniaux plus radicaux de son époque. En refusant la rupture frontale avec la France, il sécurise pour la Côte d'Ivoire un accès privilégié aux ressources, à l'éducation et aux marchés internationaux. Cette approche, très ancrée dans une logique réaliste, lui permet d'asseoir son pouvoir et de favoriser une croissance économique spectaculaire. Pourtant, ce compromis soulève une question cruciale. À quel prix? La relation qu'il entretient avec la France et ses élites économiques reflète les dynamiques complexes du néocolonialisme, où la souveraineté politique cache souvent une dépendance économique et culturelle profonde. Sur le plan interne, la gouvernance de Houphouët-Boigny révèle aussi ses ambiguïtés. Le régime qu'il bâtit s'appuie sur un modèle autoritaire, qui étouffe progressivement la pluralité politique et limite les libertés individuelles. Le parti unique et le contrôle des médias illustrent une volonté de stabilité qui apparente aussi à une centralisation du pouvoir presque monarchique. Cette posture suscite inévitablement des critiques, notamment de la part des jeunes générations et des intellectuels, qui dénoncent le déficit démocratique et les inégalités croissantes. Mais cette répression est-elle une trahison des idéaux de libération ou une nécessité politique pour éviter, effondrement dans un contexte régional instable? C'est une question qui divise encore aujourd'hui. La dimension diplomatique de son leadership est également à analyser avec attention. En pleine guerre froide, Houphouët-Boigny opte pour l'alignement occidental, renforçant les liens avec la France et les États-Unis. Cette alliance stratégique lui assure une aide financière et militaire essentielle. Mais la place dans ce jeu géopolitique soulève des interrogations sur l'autonomie réelle de la Côte d'Ivoire. Était-il possible pour un leader africain de l'époque échapper aux pressions des blocs idéologiques sans compromettre la stabilité de son pays? Dans ce contexte, sa diplomatie apparaît comme un savant équilibre entre intérêts nationaux et contraintes internationales. Par ailleurs, il est essentiel de replacer son action dans le cadre plus large du panafricanisme et des mouvements d'émancipation du continent. Contrairement à certains leaders qui ont embrassé des idéaux socialistes ou révolutionnaires, Houphouët-Boigny s'inscrit dans une ligne plus